Le parcours politique, c'est un parcours initiatique. Voilà, je le crois fondamentalement. Je crois qu'on est meilleur quand on a souffert. Je crois qu'on est meilleur quand on a chuté. Je crois qu'on est meilleur quand on s'en est voulu, quand on a déçu. On est meilleur. Et on est plus riche, et on est plus fort, et on est plus puissant, et on est plus armé. Mais c'est pas un moment très facile à passer, ni pour soi-même, ni pour vos proches, bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue sur BA+, pour un nouveau grand entretien politique aujourd'hui, et avec une invitée un peu exceptionnelle ce jour, puisque nous recevons Marine Le Pen. Vous êtes une des femmes les plus connues de France, vous allez vous présenter à l'élection présidentielle pour la 3e fois de votre vie. Vous êtes donc par là même une invitée exceptionnelle pour nous. Ça va vous paraître un peu décalé, mais est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? On sait très bien que tous les Français quasiment vous connaissent, mais en fait, qu'est-ce que vous auriez à dire si vous deviez vous présenter en 2 minutes aujourd'hui? Alors, je m'appelle Marine Le Pen, Marion à l'état civil. Je vous raconterai ça un jour, c'est une histoire un peu compliquée. J'ai 52 ans, j'ai 3 enfants qui sont maintenant des jeunes adultes que j'ai eus en 10 mois et demi. Une petite fille, puis un garçon et une fille. Des jumeaux. Je suis la présidente du Rassemblement national depuis maintenant 10 ans. Je suis députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Je suis également conseiller régional de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, affreusement renommée Hauts-de-France. Je suis aussi à mes heures perdues éleveuse de chats. Quelle race on peut préciser? De Bengale et de Somalie, après avoir été avocate dans une autre vie, lorsque j'étais plus jeune, puisque j'ai fait des études de droit et je suis titulaire d'un DEA de droit pénal. Je suis sûr que j'ai oublié plein de choses, mais voilà. Ça fait déjà pas mal d'activités, mine de rien. Alors pour commencer, on va parler un peu de ce format, et puis après on parlera de vous et de la politique, mais on dit à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle que souvent c'est tel ou tel type de média qui un peu participe à la nouveauté de cette élection. Il y a eu l'apparition des chaînes d'infos en continu au début des années 2000, il y a eu les réseaux sociaux, on est déjà maintenant à une époque assez mature concernant les réseaux sociaux. 2017 c'est pas mal fait sur Twitter. Est-ce que, sans être devin, vous pourriez prédire, selon vous, qu'est-ce qui va faire 2022 et est-ce que YouTube, d'une certaine manière, selon vous, a un peu modifié les habitudes politico-médiatiques? Internet a totalement changé les habitudes pour une raison très simple, parce que les gens ne regardent plus la télé, n'écoutent plus la radio, en ce sens qu'ils écoutent en réalité en différé ce qui les intéresse sur Internet. Et ça, vous en rendez compte C'est évident, c'est une évidence. Bon. Moi, je pense que c'est surtout la façon de faire de la politique qui va probablement changer, et ça va s'accélérer avec la crise sanitaire. On va très certainement trouver, en tout cas nous on y travaille au sein du Rassemblement national, la politique en distanciel, dans le cadre de la prochaine présidentielle, des moyens d'utiliser les réseaux sociaux, d'utiliser Internet pour peut-être changer la manière dont on se retrouve, dont on échange. Pour faire de la politique. Mais vous croyez justement à ce distanciel, à ces applications comme Twitch par exemple? On a vu avec Jean Castex où il y a des internautes qui posent des questions. C'est un peu désincarné quand même, non? Vous qui avez connu la politique à l'ancienne, les marchés, les mains concerts. Là, on n'a pas vocation à remplacer l'autre. Il restera toujours, la politique, ça restera toujours de la proximité, ça restera du tactile, ça restera des gens qui se rencontrent et qui arrivent à se convaincre. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est évident que les réseaux sociaux, avec la facilité qu'ils offrent, le fait qu'on puisse parler aussi facilement dans un room avec des gens de toute la France sur un sujet défini, c'est extraordinaire. Il faut savoir l'utiliser, il ne faut pas en être non plus otage, mais il faut démultiplier les capacités que nous avons à toucher et à convaincre les gens. Et vous êtes vous-même consommatrice de réseaux sociaux, utilisatrice? Vous avez un compte Instagram perso? Vous avez Alors j'ai un compte Instagram ultra perso, oui. D'accord. Combien genre d'abonnements et d'abonnés? Pas beaucoup, puisque par définition, je trie sur le volet. Il n'y a sur mon compte Instagram que des chats et des fleurs. Voilà. Donc, comme ça, mais il n'y a rien, c'est même pas la peine d'essayer d'y s'y introduire pour essayer de trouver quelque chose. Vous y trouverez rien. Sauf être que vraiment expert en chats et motivé pour ça. Et oui, je suis très consommatrice. Parce que il est évident que j'ai un problème de temps en permanence. Et donc, je fais l'intégralité de ma revue de presse sur Twitter, bien sûr, et sur un certain nombre d'autres applications qui me permettent d'avoir une vue d'ensemble très vite de l'actualité. D'ailleurs, par
par rapport à Twitter, vous avez toujours ce compte Twitter Anne Lalanne. Enfin, je sais pas si c'était vrai ou faux. Il y a eu un moment des papiers écrits il y a quelques années là-dessus. Oui, mais je comprends même pas ce qui m'a été reproché, parce que il est évident que si moi je veux suivre l'actualité, j'ai besoin d'avoir un compte qui soit pas mon compte officiel. Bien sûr. Parce que sinon, si vous voulez, je n'arrive pas à déterminer et à choisir exactement ce que je veux avoir. Donc j'avais un compte qui n'était pas un compte secret, qui était juste un compte personnel. Et c'était donc Anne Lalanne. Non, c'est pas bon. C'était un ça, autre. je le dirais pas parce que je trouve que. Voilà, mais vous continuez à avoir un compte donc non officiel pour pouvoir suivre discrètement entre guillemets, liker sans être puis sans être obligé d'avoir un nombre de comptes qui ne me permet pas en fait de suivre ce que je souhaite. Ouais. Ça vous a étonné que Emmanuel Macron accepte l'invitation de McFly et Carlito, les pousse à faire une chanson? Vous trouvez ça mine de rien malin, ou ça fait quand même pas mal de millions de vues? Oui, mais non. Objectivement, moi je l'aurais pas fait. Je pense qu'à un moment donné, il n'est pas Emmanuel Macron, il est le président de la République. Et donc il est le représentant de la France, y compris à l'étranger, les représentants des Français, et il peut pas jouer. Oui. Surtout en ce moment, on joue pas. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans le ludique. Le moment est trop grave pour se permettre d'être dans le ludique. Alors, je conçois bien qu'il est probablement déjà en campagne, mais un président ne devrait pas faire ça. D'accord. Et donc, vous refuserez pendant cette campagne 2022 peut-être à faire des formats un peu trop Moi, je suis pas président de la République. D'accord. Je suis candidate à la présidentielle. Donc, a priori, si vous voulez, je ne me refuse rien, mais je ne ferai rien dont je pense que ça peut effondrer la fonction à laquelle j'aspire. D'accord. Alors vous avez noté tout à l'heure qu'effectivement les gens regardent essentiellement en replay, qu'on a modifié nos modes de consommation. Est-ce que vous le voyez chez les militants? Est-ce que vous voyez chez les gens que vous connaissez? Est-ce que vous voyez chez vos enfants, notamment la manière dont ils consomment l'actualité, dont ils consomment les écrans d'une certaine manière? Ah bah clairement, si vous voulez, moi mes 3 enfants, ils ne regardent pas la télé. Même pas quand maman passe sur France 2 pour l'émission politique? Non, ils regardent en replay. Ils ne regardent plus la télé. Il y a plus j'ai jamais entendu mes enfants dire une seule fois attention, il est telle heure, il faut regarder quelque chose sur telle chaîne. Ouais. Ça n'existe même pas. Pour eux, ça n'existe même pas. Et ils consomment YouTube ou pas? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez été une mère attentive à les protéger des écrans? Parce que c'est un sujet majeur aujourd'hui dans l'éducation des enfants. On voit bien, il y a eu des études d'ailleurs de fait sur le fait qu'avant 4 ans, le cerveau d'un enfant est extrêmement fragilisé par ce genre d'écran qui n'existait pas il y a 20 ans en termes de luminosité, d'addiction, etc., de stimuli que ça provoque dans le cerveau. Est-ce que voilà, c'est un petit sujet ou c'est quand même quelque chose d'important? Est-ce que vous avez pu, malgré toutes vos activités, être une mère de famille qui était vigilante là-dessus, et vous avez vu l'évolution d'ailleurs, parce qu'en fait quand vos enfants sont nés, l'aîné est né en 98 de mémoire, il n'y avait pas encore les iPads, voilà, donc vous avez accompagné cette émergence en fait. Oui, voilà, j'ai eu moins de difficultés avec ça parce que la réalité c'est que quand ils sont nés, quand ils étaient petits, on était encore aux cassettes, voilà, aux cassettes de Disney, quoi. Bon, pour être honnête, donc on maîtrisait quand même assez bien, même s'ils maîtrisaient assez bien l'introduction de la cassette dans le magnétoscope, mais enfin bon. Donc c'était peut-être un peu différent. Bon, je dis pas que j'ai été très dur sur le domaine des écrans. Je les ai plutôt laissés peut-être trop aller sur les écrans, mais il faut dire que j'avais 3 enfants qui avaient 10 mois et demi d'écart. Donc inutile de vous dire que parfois la télévision m'a été d'une grande aide. Oui. Je l'avoue humblement. Notamment les voyages en voiture. Exactement. Notamment les voyages en voiture. Notamment le moment où il faut préparer le dîner et on a besoin d'être un minimum. Mais d'ailleurs, d'une certaine manière, la famille Le Pen, même du temps de votre père, a une réputation, j'allais dire paradoxalement, par rapport à sa réputation assez babacool dans l'éducation. Alors babacool, le mot va peut-être pas vous convenir, mais disons que vous n'avez pas eu l'éducation la plus stricte et vous n'avez peut-être pas. Vous n'êtes pas forcément, vous, partisan d'une éducation rigoriste. C'est vrai qu'on est plutôt bohème un peu à la maison. On est plutôt bohème. Bon, ça nous a pas trop mal réussi d'ailleurs. Hein. Et bohème, ça veut dire des tablés qui se font au dernier moment. Ça veut dire qu'il y a des valeurs, mais qu'il n'y a pas de rigidité. Voilà, effectivement, que les tables sont ouvertes, que les copains peuvent venir dîner au dernier moment sans prévenir, qu'il n'y a pas d'horaire obligatoirement extrêmement strict. Voilà, mais en revanche, il y a des valeurs qui sont importantes et que les enfants, je crois, ont tous conservé en grandissant.
Vos 3 enfants ont bien grandi, mais est-ce que vous mesurez la prédominance de la culture rap chez les jeunes aujourd'hui? C'est-à-dire que à votre époque, on pouvait écouter à la fois Dalida et Boney M, quoi. Et aujourd'hui, il y a une espèce de mainstreamisation du rap. C'est même pas un jugement de qualité que je fais en disant ça, c'est factuel. C'est-à-dire que sur 20 albums qui sortent, qui sont écoutés par les jeunes aujourd'hui, il y en a 19 qui sont du rap de toute forme. Est-ce que vous pensez que ça a une influence quand même sur la jeunesse d'aujourd'hui? Après, on va rentrer un peu dans le détail sur les sondages qui sont faits, sur les valeurs qui sont aujourd'hui partagées par les jeunes. Mais est-ce que cette culture rap, elle a touché notamment aussi vos enfants? Et est-ce que vous le mesurez en découvrant le Facebook de tel enfant d'amis, en voyant qu'est-ce qu'ils écoutent dans leur Walkman? Je parle vraiment comme dans les années 80, mais... ouais, voilà. Mais donc, en tout cas, est-ce que vous mesurez cette prédominance de cette culture rap? Bon, je la mesure, je la connais. Ouais. Je la mesure chez moi, pas trop, parce qu'en fait, en réalité, mes enfants... Ils n'écoutent pas du rap? Si, ils en écoutent. Mais ils écoutent aussi beaucoup d'autres choses. Et paradoxalement, ils écoutent avec leurs amis des choses que nous écoutions nous, et sur lesquelles nous dansions nous. Donc c'est assez marrant d'ailleurs de voir, en sautant des générations, que c'est toujours, quand même, dans les fêtes des jeunes, c'est toujours du Claude François, ouais. Ça peut être de l'Imagination, ça peut être du Michael Jackson, ça peut être des choses comme ça qui étaient vraiment, là, pour le coup, de nos musiques à nous quand nous étions jeunes. Bon. Alors, ils écoutent du rap, certes. Moi, c'est pas le rap par principe qui me pose une difficulté, qui me pose un problème. Ce qui me pose un problème, c'est à l'intérieur de ce style musical, les paroles qui, parfois, peuvent être évidemment des paroles de haine, des paroles de violence, des paroles d'incitation à la violence. Et ça, c'est évidemment une inquiétude pour tous les parents, bien sûr. Et l'univers visuel aussi, dans les clips de rap, la place de la femme, la sacralisation de la vente de drogue, la violence. C'est ça, c'est tout ce contre quoi, normalement, les parents essayent de mettre en garde leurs enfants. Donc, bien sûr, certains vont d'ailleurs très très loin. Enfin, c'est vraiment des... Pensez à qui, par exemple? Je pense à des incitations au meurtre, je pense à ces paroles sur pendez les blancs, aller dans les crèches, tuer les bébés blancs, avec encore une fois ces images d'assassinats sur des bords de trottoir. Mais il y a une forme de banalisation de la violence. Enfin, je pense que c'est une vraie réflexion pour un responsable politique que de se dire peut-être faut-il, y compris sur le plan législatif, réfléchir à une resacralisation en fait de l'intégrité corporelle. Je pense qu'il y a un affaiblissement de la notion de protection de l'intégrité corporelle. On frappe, c'est normal. On brutalise, c'est normal. On lynche, ça fait partie des codes. Non, ça fait pas partie des codes. Je pense qu'il faut qu'à nouveau, le corps humain, la santé, l'intégrité physique soient considérés en partie comme sacrés dans nos sociétés. Ouais. Et ça passe aussi peut-être par des modifications législatives. Et d'ailleurs, cette banalisation de la désacralisation de l'intégrité culturelle, on la retrouve aussi dans le revenge porn, dans les contes ficha, dans les images nude qui tournent de jeunes filles sur les réseaux sociaux. Ça crée énormément de dégâts. Est-ce qu'on peut lutter contre le harcèlement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a, sans atteinte aux libertés individuelles, possibilité de réguler les réseaux sociaux? Oui, mais exactement de la même manière qu'on a réussi à faire porter la ceinture de sécurité à tout le monde, à partir du moment où on décide d'interdire un comportement, mais encore faut-il être cohérent dans les poursuites qui sont engagées, si vous voulez. Quand on voit du harcèlement du type menace de mort, menace de violence à l'égard de Mila, et qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a 5 ou 6 personnes qui ont été poursuivies, et pour l'instant une seule a été condamnée, ça marche pas. Je veux dire, il faut que, pour que chacun comprenne qu'il y a des choses qui ne sont pas admissibles dans notre société, encore faut-il que la puissance publique, et en l'occurrence la justice, tape un grand coup. Or, des milliers de menaces de mort, un type condamné, quelques-uns poursuivis, c'est pas suffisant pour que le message passe. Mais par exemple, sur le harcèlement des jeunes femmes, même si vous avez évidemment plein de divergences politiques avec elles, au début, les gens se moquaient un peu de Marlène Schiappa en disant que c'était anecdotique, les sujets qu'elle portait. Est-ce que, par exemple, vous lui reconnaissez sur ce plan-là de faire des choses? Moi, je ne crois pas du tout que ce soit anecdotique. Même au-delà des réseaux sociaux, parce qu'on parle des réseaux sociaux, mais le harcèlement que vivent les jeunes filles dans la rue, dans les transports, c'est odieux, c'est insupportable. Moi, je peux vous dire que mes filles, mes nièces, etc., me disent il n'y a pas un jour... en fait, où on n'est pas emmerdé, où on n'est pas harcelé, où on n'est pas sifflé, où c'est pas à la limite en plus de l'agressivité, parce que c'est même plus de la lourdeur. Enfin, vous voyez, c'est pas de la drague lourde. Il y a toujours une forme d'agressivité derrière. Ces jeunes filles, elles sentent
qu'il faut qu'elles-mêmes, elles fassent attention à ce qu'elles vont répondre, parce que ça peut très vite tourner vinaigre, et c'est exactement ce qui est arrivé d'ailleurs à ma fille. Je veux dire, ma fille s'est fait agresser très violemment, hein. Ils lui ont enfoncé et brisé le nez. C'était il y a quelques mois de mémoire. C'était il y a quelques mois, et ça a commencé comme ça. On commence à la toucher, elle se rebiffe parce que bon, elle a du caractère, bon, elle peut tenir, mais à ce moment-là, ça a tourné à un véritable lynchage, à 2 hommes contre une jeune fille. Oui, c'était en région parisienne. Mais si vous voulez, et on m'a dit, mais est-ce que c'est... Non, c'est là ce que vivent beaucoup les agresseurs ne savaient pas que c'était la fille de Marine Le Pen. Et non, pas du tout. Et de jeunes hommes, d'ailleurs. Mais enfin, les filles, le harcèlement, entre guillemets, sexuel, c'est-à-dire qu'elles subissent dans l'espace public, est un vrai problème. Et ça, c'est vrai que Marlène Schiappa a eu raison de s'attacher à trouver des solutions à ce problème. Elle en a été un peu traumatisée, votre fille, ou pas? Je crois qu'on n'est jamais, on n'en ressort jamais totalement indemne de ce genre de choses. Mais si vous voulez, je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui, au-delà de son cas, considèrent que l'espace public est dangereux. L'espace public est un endroit où on n'est pas à l'aise. Nous, dans notre génération à nous, je veux dire, l'espace public n'était pas considéré comme synonyme. Oui, on pouvait mettre une mini-jupe sans se faire traiter de tout le nom. On n'avait pas à s'en inquiéter. On ne s'inquiétait pas de sortir dans l'espace public. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, on fait attention et on adapte notre comportement. On adapte les horaires de sortie, on adapte la manière dont on est habillé, on adapte les bijoux qu'on peut porter. On est dans une stratégie d'évitement, de contournement des problèmes. Et ça, c'est un constat d'échec majeur pour nos dirigeants. Alors il y a un autre constat d'échec majeur quand on constate ce qui se passe dans la tête de nos jeunes concitoyens. Il y a eu pas mal de sondages là, qui sont sortis ces dernières semaines, et quand on voit les valeurs qui sont aujourd'hui partagées par la jeunesse, c'est un peu inquiétant, notamment sur les questions de laïcité, sur les questions de communautarisme, sur le détournement de la notion de respect. Il y a un mélange des genres et une confusion un peu intellectuelle chez les jeunes aujourd'hui, notamment par certaines influences culturelles. Est-ce que vous vous dites que c'est irréversible, que c'est solutionnable? Est-ce que vous mesurez le fossé qui est en train de se creuser entre les fondamentaux d'un citoyen français des années 60 jusqu'aux années 2000, et puis aujourd'hui cette jeunesse qui est un peu radicale sur certains mais je ne points? pense pas que ce soit irréversible, mais je pense que tout ça c'est aussi la conséquence des politiques qui ont été menées. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se raconter l'histoire. On a quand même mis sous le boisseau toutes ces valeurs pendant des années et des années et des années. Et quand vous évoquiez ces valeurs-là, on vous accusait justement de manquer de respect, de ne pas respecter les cultures différentes, d'islamophobie, etc. Bon. Après, on nous dit, c'est monstrueux, regardez, le pommier a fait des pommes. Ah bah oui, le pommier a fait des pommes, oui, ça c'est sûr. Tout cet abandon, y compris au travers de l'enseignement public, tout cet abandon des principes qui ont fait notre civilisation, ça se ressent évidemment chez nos jeunes, c'est normal. Par définition. Alors il y a aussi une politisation parfois de certains messages culturels, de certaines chansons. Votre père avait déjà connu des textes de chansons qui étaient un peu agressifs à son égard. Et là, je vous pose la question parce qu'il y a une chanson qui est sortie, je crois hier ou avant-hier, de Camélia Jordana, qui a eu les honneurs de la couverture de Valeurs Actuelles il n'y a pas longtemps pour l'incurie de ses messages, et qui chante avec Amel Bent et je crois Vita, et qui est assez désobligeante à votre égard. Est-ce que vous avez vu passer ça? C'est pas une reprise d'une chanson de James, non? Oui, mais si vous voulez... Parce que James a chanté cette chanson, puis après elle est partie, elle s'est mis à un voile et elle est partie vivre en Arabie Saoudite. Ça lui a pas réussi trop. Vous pensez que ça a de l'influence, ça, ou pas? Zéro. Je pense que ça a zéro influence. Mais encore une fois, moi le message que je voudrais donner aux jeunes, c'est que la jeunesse, c'est la curiosité. Donc, ne vous laissez pas enfermer par rien, d'ailleurs. Et tout cet univers-là dans lequel on veut vous enfermer, et bien souvent d'ailleurs tous ceux qui souhaitent vous enfermer aussi, dans une religion, dans une origine, dans une catégorie sociale, ne vous laissez pas enfermer. Aucun d'entre vous ne doit se laisser enfermer. Soyez curieux, faites fonctionner votre intelligence. Beaucoup, en réalité, de gens qui étaient, par exemple, très opposés au Rassemblement national, quand ils étaient jeunes, enfermés, un peu influencés, parce qu'on est un peu influençable quand on est jeune. Vers leurs 14-15 ans, sont devenus des jeunes adultes qui votent maintenant pour nous et qui nous ont rejoints. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'au-delà de tout ce qu'on pouvait leur raconter, la réalité de la vie, c'est celle que nous leur exprimions nous. Et c'est eux qui sont confrontés en premier lieu aux difficultés et au recul, en quelque sorte, de l'État.
Ouais. Ce que vous dites par là, c'est que ce qu'on a appelé, au moment où vous êtes devenu présidente du Front National en 2011 et les premières années de votre mandature, la dédiabolisation, ça a touché aussi cette catégorie de la population et que... Oui, alors évidemment ce terme n'est pas extraordinaire, mais j'en ai pas trouvé de meilleur en réalité, parce que le terme de normalisation n'est pas un bon terme non plus. Parce qu'il banalise. Ben oui, c'est ça, parce que ça voudrait dire qu'on était anormaux, on n'était pas anormaux. On était juste, on nous a fait porter, si vous voulez, une caricature, et nous avons été victimes d'une diabolisation, c'est-à-dire de quelque chose de profondément injuste, et d'une image qui n'était pas la nôtre. On nous a fait porter des idées qui n'étaient pas les nôtres, et on nous a affublé d'une caricature qui ne représentait pas la réalité. C'est aussi simple que ça. Donc moi, j'ai œuvré pour essayer de nous montrer tel qu'en nous-mêmes. On nous aime ou on nous aime pas. On est d'accord avec nous, on n'est pas d'accord avec nous. Mais on a le droit de pas être d'accord avec nous, mais sur ce que nous pensons. Pas sur ce qu'on nous impute comme idées qui sont très éloignées des nôtres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour moi, ça a été ça, la dédiabolisation que j'ai cherché à mettre en œuvre. Et je crois avoir réussi d'ailleurs en partie. Alors justement, si on doit mesurer un peu le bilan et avec un outil assez personnel, est-ce que vous pensez que ça a été plus facile pour vos enfants d'être les enfants de Marine Le Pen que pour vous d'être la fille de Jean-Marie Le Pen? Oui. Au lycée, plus. Au collège Bon, d'abord, il ne porte pas mon nom. C'est vrai. Donc c'est quand même... D'abord, c'est quand même plus facile. Mais même... Et ils n'habitent pas Montretout, non, mais même, non, mais même. Enfin, c'est sans commune mesure. La manière dont on est perçu aujourd'hui est sans commune mesure avec celle avec laquelle on était perçu avant. Et d'ailleurs, je tire mon chapeau, quoi qu'on en dise à tous ceux, et mon père en tête d'ailleurs, qui ont été ce que j'ai appelé les débroussailleurs, c'est-à-dire ceux qui ont pris tous les coups pour nous permettre, nous, d'être les constructeurs. S'ils n'étaient pas passés avant nous, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Même si on a aussi tiré les leçons de leurs erreurs, de leurs réussites et de leurs erreurs pour essayer de s'améliorer. Ils n'ont jamais été atteints par voilà, l'hostilité dont vous êtes victime parfois, par les commentaires négatifs. Non, mais enfin, faut dire aussi une chose, c'est que je les ai beaucoup préservés, quoi. Enfin, vous savez que c'est ma ligne rouge, j'en ai pas énormément. Oui, il n'y a pas de photos dans la presse, leur visage n'est pas connu. J'ai donné ma vie à la politique, moi. Toute ma vie, c'est de la politique. Voilà, c'est comme ça. Ça entraîne toute une série de sacrifices personnels, ils vous en ont voulu amicales, mais eux, je les ai totalement préservés. C'est-à-dire pas une seule photo d'eux est parue dans la presse. Je tiens à cette protection comme à la prunelle de mes yeux. Je pense que c'est une de mes grandes victoires, une de mes grandes réussites d'avoir réussi à les préserver, parce que c'est pas évident. Voilà. Quand vous partez le dimanche midi à une émission de télé, ils vous en veulent pas Non, ils m'en veulent pas. Mais non, enfin, pour le coup, depuis qu'ils sont tout petits, ils m'ont vu faire ça. Donc, pour eux, il n'y a pas eu de rupture de rythme dans la manière dont je fais de la politique. Mais non, ils m'en veulent absolument pas. Mais je pense qu'ils me sont reconnaissants de les avoir tenus à l'écart et de leur permettre de vivre leur vie telle qu'ils ont choisi de la vivre et pas telle qu'ils seraient forcés de la vivre parce qu'ils sont détectés comme étant mes enfants. Et je me demandais s'ils avaient été atteints par les commentaires après le débat de l'entre-deux tours. Toute cette séquence où vous certainement. avez pris du recul, quoi. Je pense que oui, si vous voulez, ils ont eu sûrement la pudeur de ne pas m'en parler, mais très certainement quand on voit votre mère être lynchée, comme j'ai pu l'être, parce que ça a été un véritable lynchage, faut être honnête. Vous avez fermé les écoutilles ou... Ah bah, à un moment donné, un petit peu quand même. Il faut quand même un peu fermer les écoutilles, vous voyez, parce que, mais pas très longtemps, hein. Je me suis remis au travail très très vite et d'ailleurs, j'ai tiré de l'énergie de ça. Moi, je pense que le parcours politique, c'est un parcours initiatique. Voilà, je le crois fondamentalement. Je crois qu'on est meilleur quand on a souffert. Je crois qu'on est meilleur quand on a chuté. Je crois qu'on est meilleur quand on s'en est voulu, quand on a déçu. On est meilleur. Et on est plus riche, et on est plus fort, et on est plus puissant, et on est plus armé. Mais c'est pas un moment très facile à passer, ni pour soi-même, ni pour vos proches, bien sûr. Mais alors ce parcours initiatique, vous, il a commencé très tôt, parce que nos amis qui regardent VA+, le savent pas forcément, mais vous étiez à Saint-Cloud à l'école, au collège, lycée. Il y a eu à cette époque la une de Libération, avec votre père accusé d'avoir participé à des tortures en Algérie. Il y a une fameuse scène qui a été racontée, où vous arrivez les bras en V devant votre classe pour justement faire mauvaise fortune au cœur. Vous pouvez nous raconter ça un peu? On a tout eu, mais vous savez... souffrir par quelqu'un d'autre, c'est pas pareil que de souffrir par soi-même. Voilà.
c'est différent. Donc j'ai un peu eu tous les l'éventail, moi. Là maintenant, je pense que je suis relativement... Et c'est beaucoup moins douloureux de souffrir par quelqu'un d'autre? Ouais, ça l'est moins, oui, bien sûr. Ça l'est moins, même si j'avais pas le même âge. Enfin, je veux dire, tout ça, j'avais 15 ans, 17 ans, 20 ans. C'était quoi le pire pour vous? C'était le collège, le lycée Oh, le plus dur, ça a probablement été, d'abord ça a été l'attentat, parce que ça a été quand même un élément marquant de notre jeunesse. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, votre famille a été victime d'un attentat Villa Poirier dans le 15e arrondissement, avec carrément toute la façade de l'immeuble arrachée. Les photos de l'époque sont très impressionnantes. Donc, on dormait dans cet immeuble, donc ça a été quand même un traumatisme. Ça a eu des conséquences sur notre vie familiale, des conséquences sur mes sœurs, sur la perception qu'on avait. Et puis, il y a eu le départ de ma mère. Très médiatisé. À l'époque, on ne s'est pas posé la question de savoir s'il fallait respecter la vie privée ou pas. Ça dépendait des gens. On a presque progressé aujourd'hui. On respectait la vie privée de François Mitterrand, mais assez peu celle de Jean-Marie Le Pen quand il s'agissait de pouvoir lui nuire. Bon. Donc ça n'a pas été simple. Mais il y a eu des tas d'événements pas simples. Enfin, je veux dire, les accusations de Carpentras ont été terribles. Ça a été une période absolument terrible. Donc, le Front National accusé d'avoir participé à la violation de tombes juives à l'époque. Alors qu'on est évidemment le Front National innocenté pour rien. Bon, bref. Enfin, tout ça pour dire que oui. Et plus le collège, le lycée. Il y a pas mal de couches de cuirasse. Et est-ce que vous allez me répondre non, mais est-ce qu'au point de regretter parfois de vous être engagé en politique et de cette vie un peu sacrificielle ou pas? En fait, j'ai un peu fait le parcours inverse. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai dit jamais je ferai de la politique. Je l'explique d'ailleurs très bien. J'ai écrit un bouquin en 2005 qui s'appelle La Contreflot et j'explique très bien qu'en réalité, toutes les malheurs, toutes les violences, toutes les souffrances que j'ai subies, vécues jeune, venaient de la politique. Enfin, en tout cas, je les analysais comme venant de la politique. C'est peut-être pas tout à fait faux non plus. Bon. Et donc, j'avais dit, je ne ferai pas de politique. Donc, je ne fais pas de politique. Bon, je suis quand même toujours là. Je suis là dans les meetings, je suis là dans les soirées électorales, je suis là sur les plateaux de télévision. Je suis une militante, je veux que Jean-Marie Le Pen soit élu, etc. Enfin, je suis quand même là, mais je veux faire autre chose. Je deviens avocat, je fais des études de droit, je deviens avocat, et puis en fait la politique m'a réaspiré, tout simplement parce que je pense qu'elle était en moi, elle a toujours été en moi, c'est une passion, c'est un virus, on n'en guérit pas, on peut le cacher, il peut être en sommeil, mais si vous en guérissez, c'est que vous ne l'avez jamais attrapé en fait. Ouais. On a parlé des sacrifices, mais il y a des grandes satisfactions aussi, j'imagine. Il y a 2-3 moments j'allais dire presque de bonheur dans votre vie politique. Il y a plein de moments de bonheur. Enfin, la politique, c'est de l'amour. La politique, c'est s'occuper des autres. C'est très beau, la politique. Moi, je regrette que un certain nombre de gens en aient aujourd'hui une vision aussi dégradée à cause des politiques, si je puis me permettre. Parce qu'en fait, ils ont trahi, ils ont menti. Moi, je leur en veux de ça. Je leur en veux pas d'avoir des idées différentes des miennes. Je leur en veux de dire « votez pour moi parce que je vais faire ça » et de pas le faire. Et de même savoir au moment où ils le disent qu'ils ne le feront pas. C'est ça que je leur reproche. Et ils ont donc dégradé l'image de la politique. La politique, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un don de soi. Enfin, je veux dire, c'est ne pas être capable d'être heureux tout seul. C'est se dire, je peux pas être heureux si les autres sont malheureux. Et j'ai envie de faire en sorte qu'ils aillent mieux, qu'ils soient plus en sécurité, qu'ils soient plus prospères. L'intérêt supérieur de mon pays est plus important pour moi que mon confort personnel. C'est beau, la politique. Il faut redonner cette notion-là. Et la politique, c'est les gens. Bon. Donc c'est plein de moments de bonheur, 1000 moments de bonheur. Est-ce que vous arrivez à superposer ça avec une vie personnelle? C'est-à-dire, est-ce que de l'amour, des moments de bonheur, de l'intimité, vous arrivez encore à en avoir avec cette vie-là? J'ai une famille. J'en profite, je les vois, j'ai des parents qui sont encore vivants et c'est un bonheur quotidien parce que je vois la souffrance de ceux qui les ont perdus ou qui les perdent, qui ont mon âge et donc j'essaie d'en profiter. J'ai des enfants merveilleux, j'ai des sœurs, j'ai des neveux et des nièces dont je profite comme je peux aussi. C'est vrai que je n'ai pas la vie, si vous voulez, qu'on a quand on est à 52 ans, sûrement, qui est quand même une vie où les enfants sont grands, où on s'occupe de soi, où on voyage. Ouais. Non, j'ai pas ça. Tout est quand même construit autour de la politique, mais la politique, c'est tous les jours aussi. C'est pas un boulot où on arrive chez soi, on ferme la porte et on dit « Ah bah tiens, j'ai fini ma journée de boulot ». C'est pas un boulot, c'est de la vie quotidienne. Tout est de la politique, si je puis me permettre. Alors, mes enfants, ma famille, mes amis, quand j'ai le temps, les endroits que j'aime, la Trinité-sur-Mer, dont mon père est originaire, les Landes, dont ma mère est originaire,
et puis mes animaux, parce que c'est très important, mon jardin. Bon, qu'est-ce que ça dit de vous, cette passion pour les chats, et qui fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs? Oui, je ne sais pas pourquoi ça fait couler beaucoup d'encre, d'ailleurs, c'est étonnant. Chacun a ses hobbies. Je trouve pas ça plus stupide d'élever des chats que de collectionner les timbres. Est-ce que ça dit quelque chose de votre rapport à l'humanité, quoi? Ah, je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais ce qui est sûr, c'est que les chats, et les animaux, de façon de manière générale, sont un élément très important de ma vie. Voilà. Que je pense qu'on mesure son humanité à l'aune de la manière dont on les traite. Ça me paraît très clair. Et je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire. Des vrais progrès à faire. Vous avez d'ailleurs voté, votre groupe, à l'Assemblée nationale, une loi de la majorité. On a des progrès à faire sur leur transport, on a des progrès à faire sur leur abattage. Enfin, je veux dire, rien de sérieux n'est fait pour tenter de diminuer au maximum. Parce que c'est ça l'idée, de diminuer au maximum les souffrances qu'on leur inflige. Voilà, c'est l'honneur de l'humain, de l'être humain, que d'être capable de traiter les animaux sans leur imposer des souffrances qui sont inutiles. Ça me fait penser à une petite parenthèse que je n'avais pas prévue, mais il y a eu un petit malentendu. Vous avez exprimé une position sur la chasse à courre, qui n'est pas celle sur la chasse. Valeurs Actuelles est un journal plutôt attaché au monde de la chasse. On a même fait une il y a quelques mois, qui avait bien marché d'ailleurs, voilà, pour défendre un peu les chasseurs. Non pas tant pour l'activité, mais pour l'espèce de conformisme qu'il y a aujourd'hui à dénigrer cette activité. Et puis bon, c'est quelque chose auquel vous ne serez pas insensible. Il y a une espèce de permanence dans l'histoire de France, dans la manière dont notre société est organisée avec cette tradition-là. Non, mais moi, je veux rassurer les chasseurs. Moi, je n'ai jamais été pour l'interdiction de la chasse. Moi, je défends la chasse. Je défends la chasse et je défends les chasseurs parce que je pense qu'ils sont très importants. D'abord très importants pour la régulation de la biodiversité, effectivement. Ils sont très importants parce qu'ils sont une permanence sur le territoire. Ils vont là où personne d'autre ne va. Et ça, c'est fondamentalement important aussi. Ils sont les porteurs d'une transmission, de tradition. Donc, je veux dire, je suis... on pourrait dire que la chasse à courre participe, elle aussi, mais à ça. Est-ce qu'on a le droit d'exprimer le fait que, par exemple, moi, je considère que la tauromachie est un exercice cruel? Est-ce que pour ça, je suis pour l'interdiction de la tauromachie? Non. Je pense qu'il ne faut pas permettre aux enfants de moins de 18 ans d'accéder à ce spectacle-là, parce que c'est un spectacle qui peut être très traumatisant et très violent. Voilà, il y a des choses et il y a des comportements que je peux trouver cruels, sans obligatoirement vouloir les interdire. Mais je dis, puisqu'on parle de la chasse à courre, je dis, attention aussi, régulez aussi votre exercice de cette chasse, parce que c'est un peu les excès de quelques-uns qui ont aussi effondré l'image de cette chasse dans l'esprit de beaucoup de Français. Je pense qu'il y a un peu de discipline à remettre aussi. Typiquement, des chasseurs qui se tiennent mal, ils doivent se voir retirer leur permis de chasse, vous voyez? Donc les sociétés de chasse, elles doivent faire leur boulot aussi. Parce que sinon, tout le monde va payer le prix des excès de quelques-uns. Ce monsieur-là qui a tué à bout portant ce sanglier domestique... Une vidéo qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Et lui, par exemple, moi je pense, je ne suis pas chasseur, mais je ne peux pas aller à leur place, mais je pense que typiquement, il devrait perdre son permis de chasse. Voilà. Et si ce type de comportement était sanctionné, il y aurait peut-être moins de débats tels qu'ils existent aujourd'hui. Je me permets de revenir sur la famille, puisque vous avez évoqué tout à l'heure l'importance pour vous justement d'avoir encore vos parents et d'être entouré de vos nièces et vos neveux notamment. Vous avez été très fâché avec votre père Jean-Marie Le Pen pendant quelques années. Vous êtes réconciliés. Est-ce que pour vous, pendant cette période, il était de toute façon inconcevable que vous finissiez fâché toute votre vie? Est-ce que vous avez pensé aussi à la mort de votre père? C'est-à-dire, est-ce que vous disiez, imaginons demain, il se fait renverser par un bus, ce serait horrible de finir ma vie fâché avec mon père? Oui. Oui, c'était une pensée horrible. Voilà, les relations entre mon père et moi, c'est le ciel breton, quoi. Si vous voulez, il y a des grains, quoi. Il y a des grains, et parfois il y a des grains
plusieurs jours de suite, et parfois il dégringue plusieurs fois par jour. Donc, mais fondamentalement, c'est mon père, et je l'aime infiniment, et donc se fâcher avec son père, et bon, cela, je suis comme tous les Français, vous savez, c'est jamais avec gaieté de cœur qu'on se fâche avec des membres de sa famille. C'est parfois, hélas, définitif, mais on a toujours l'espérance que ça ne le soit pas, surtout quand ils sont âgés, voilà. Et donc, je suis heureuse que ça n'ait pas duré, et d'avoir réussi à retrouver des relations normales avec lui. Et vous aviez bon espoir, étant donné vos caractères un peu forts, oui. Tous les deux? Oui, parce que je pense que nous sommes une famille qui avons des liens qui se sont créés sur des situations et des moments si difficiles qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne réussisse pas à dépasser ces moments de rupture. C'est une question un peu personnelle, mais comme on est jeudi saint aujourd'hui, le jour du tournage, et que vous avez été élevé dans un univers catholique, hein, même si vous ne portez pas ça en étendard en tant que femme politique, mais voilà, c'est quand même trop tentant de ne pas vous demander si ça vous arrive de prier encore, si vous êtes croyante. J'ai toujours été très croyante, j'ai été une enfant très croyante. Pieuse? Pieuse, oui. Je reste profondément croyante, affreusement, terriblement fâchée avec l'Église française, qui ne me donne pas, il faut bien le dire, beaucoup de raisons de me réconcilier avec elle, si j'en crois les déclarations régulières de son clergé, y compris d'ailleurs les dernières déclarations du pape. Mais c'est pas très grave. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est pas très grave. Voilà, mais je suis effectivement très profondément croyante. Vous allez trouver la transition, capillotractée, comme on dit, mais Pâques, c'est la résurrection. Arrive 2022, on a parlé du débat de l'entre-deux tours il y a quelques minutes. Même les commentateurs les plus durs à votre égard notent que finalement, après moult péripéties, et notamment celle-ci, vous avez aujourd'hui des sondages excellents. En plus, il y a eu même un peu de scénario dans le camp de la droite au sens très large du terme. On a parlé de Marion, on a parlé du général de Villiers, il y a Éric Zemmour qui a des velléités, etc. Et donc bon, vous avez toujours une raison d'être challengé, entre guillemets. Quand c'est pas par vous-même, c'est par l'extérieur. Voilà, cette candidature de 2022, comment vous la situez dans la frise de votre trajectoire politique Si vous voulez, ce qui s'est passé en 2017 au second tour est quand même quelque chose qui a été très important, parce que ça a démontré une chose, c'est que les Français pardonnent les erreurs. Ce qu'ils ne pardonnent pas, c'est l'insincérité. Alors, je pense qu'ils peuvent voir en moi, ils ont raison d'ailleurs de voir en moi, énormément de sincérité, de pugnacité, de courage. Je crois que je peux le dire. Je ne veux pas me tresser des lauriers, j'aime pas trop ça, mais pour le coup, c'est une qualité qu'on m'accorde, et je pense que les gens n'ont pas tort de m'accorder cette qualité. J'ai le courage et la volonté. C'est peut-être ça qui va être déterminant en 2022. Parce que c'est ça que les Français attendent, en réalité, le courage et la volonté. Pas seulement les discours, parce que les discours, chacun peut les tenir. Ils ont déjà eu beaucoup d'expériences de gens qui ont tenu, bien souvent d'ailleurs, le même discours que le Front National, et puis le Rassemblement National. Et puis, quand ces gens-là ont été élus, ils ont été très décevants, parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout mis en œuvre ce que les Français attendaient d'eux. Donc, moi, je pense qu'ils ont quand même la certitude que s'ils m'élisent, ils auront exactement ce pourquoi ils m'ont élu. J'en prends d'ailleurs l'engagement très solennel à leur égard. C'est une candidature qui est plus évidente pour vous qu'en 2017 et en 2012 Pas obligatoirement, parce qu'elle n'était pas aussi évidente que ça. Hein. Il y a encore quelques mois, il y a 2 ans, j'avais dit que si quelqu'un est mieux placé que moi pour représenter les idées nationales, je lui céderais la place. C'était un défi ou... Non, c'était pas un défi, c'était le moment où tout le monde cherchait quelqu'un pour remplacer Marine Le Pen. Bon, il s'avère que pour finir sur la ligne d'arrivée, il n'y a quasiment plus personne. Mais est-ce que vous y avez cru, puisque vous parlez de sincérité, est-ce que vous y avez cru au moment où vous disiez ça, ou vous disiez vraiment, si quelqu'un émerge... Oui, j'ai cru. Oui, bien sûr. Vous savez, en général, quand je dis les choses, c'est parce que je les pense. Hein. On ne me force pas à dire des choses auxquelles je ne crois pas. Donc, je suis très sincère dans ce domaine. Oui, bien sûr, j'y ai cru. Mais il se trouve que les Français, eux, continuent à me faire confiance. Donc, j'ai aucune raison aujourd'hui de me défiler
et de leur dire, bah, écoutez, non, le confort me pousserait à aller faire autre chose, mais je vais vous laisser, et puis vous vous débrouillerez pour trouver quelqu'un d'autre. Non, je pense que je suis la mieux placée, effectivement, pour gagner cette élection présidentielle, et pour enfin faire prendre à la France une voie qui est radicalement différente de celle qu'elle a prise depuis 40 ans. Et pour cela, je vais m'entourer, et j'en appelle d'ailleurs à tous ceux qui sont les hommes et les femmes de bonne volonté, parce que c'est ça l'union nationale dont je parle. L'union nationale, c'est pas la coalition à l'allemande, hein, qui consiste à prendre des partis différents, et puis en fonction des pourcentages que font chaque parti, constituer une espèce de groupe qui n'a ni queue ni tête et aucune cohérence politique. C'est pas ça, mon objectif. Mon objectif, c'est de dire, il y a des compétences et des bonnes volontés qui viennent de partout, en fait, de la droite, ou de l'ancienne droite, de la gauche, ou de l'ancienne gauche. Et par conséquent, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ne pas regarder d'où viennent les gens. Je vais les prendre parce que je les trouve sincères, compétents, performants, efficaces, courageux. Et je suis sûr qu'ils feront ce que les Français nous demandent de faire. Et c'est ça, un gouvernement d'union nationale. C'est celui qui fait passer l'intérêt national, l'intérêt supérieur du pays, au-dessus des considérations de parti, au-dessus des considérations personnelles. Ça, j'ai dit qu'en fait, ce gouvernement, il irait au-delà de la droite, au-delà de la gauche, au-delà même du Rassemblement national. Et vous le sentez comment, cette campagne Plutôt bien, objectivement, plutôt bien, parce que je pense que... Ça a commencé ou pas? Oui, bien sûr, elle a commencé quand j'ai dit que je serais candidate, en réalité. J'ai dit que j'étais candidate parce que, précisément, je sentais que tous les éléments de la campagne présidentielle étaient déjà sur la table. Il n'y a pas d'apnée à cause du sanitaire Non. En réalité, ce sanitaire, il a fait émerger et prendre conscience à beaucoup de Français de tout ce que nous disions, de la réalité des faiblesses qui sont celles de notre pays et qui sont la conséquence des mauvaises décisions de nos dirigeants, de tout ce qu'on pourrait faire, de tout ce qu'on devrait faire. Retrouver la maîtrise de nos frontières, réindustrialiser notre pays, être à nouveau souverain dans les domaines stratégiques et qui tiennent à la protection des Français. Tout ça, ils s'en rendent bien compte grâce en quelque sorte à la crise sanitaire. Le modèle ultralibéral est épouvantable, il faut arrêter avec ça. Enfin, je veux dire, il faut revenir à une forme de localisme, une forme de protectionnisme national, ce qui n'oblige pas à la fermeture sur soi-même ou au rejet de l'international, bien au contraire. Vous avez d'ailleurs les deux axes de ma présidentielle, c'est la protection et la projection. Voilà, la protection, parce que je pense que la nation a démontré aussi dans cette crise sanitaire qu'elle était incontestablement la structure qui protège, et la plus efficace, et la plus véloce, et la plus rapide d'exécution. On voit bien par rapport à l'Union européenne. Vous remerciez Boris Johnson et Benjamin Netanyahu. De gros machins complètement inefficaces, épouvantablement incompétents. Enfin bon, ça a été un véritable drame. Et puis la projection. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'on se projette dans l'avenir. J'ai pas du tout envie de revenir à la France de je sais pas quand avant. Je suis pas dans la nostalgie, même si je trouve que il y avait avant des choses qui étaient positives. Mais je suis vraiment dans la projection, la France de demain, la France d'après, comme l'a dit Emmanuel Macron. C'est la France d'après, celle qui se projette, celle qui part à la conquête, celle qui retrouve le chemin du monde, parce qu'en fait, le monde nous attend. Le monde est orphelin de la France. Le monde ne retrouve plus la France. Et ce pays extraordinaire dans son histoire, qui avait une place si particulière dans le concert des nations, doit retrouver cette place. Ça, c'est pour votre ligne, et j'allais dire même une partie de l'esquisse de votre programme. Si vous deviez résumer en quelques mots votre stratégie, sans révéler de secret, mais justement pour personnaliser un peu la mise en œuvre que vous comptez donner, et en tout cas votre technique pour justement arriver au mieux de vos espérances politiques, ça va être quoi votre stratégie 2022? On a vu qu'il y a eu quelques évolutions quand même sur la dette publique, sur l'Europe, il y a un peu d'ouverture aussi, vous parliez d'union nationale, voilà. Mais c'est pas une stratégie, enfin je veux dire, on dit même que vous allez peut-être démissionner mais c'est pas une de la présidence du Rassemblement national. Oui, on dit ça, mais ça correspond à ce que je vous dis, ça dépasser la droite, dépasser la gauche, dépasser même le Rassemblement national, ça correspond exactement à ce que je vous dis. Je viens vous dire, le bien commun, l'intérêt supérieur du pays nécessite maintenant qu'on s'y mette. Alors oui, je suis mal coiffé, j'ai pas mis la virgule au bon endroit, j'ai pas fait ou dit exactement ce qu'il fallait à tel moment, etc. On trouvera toujours des raisons de trouver que je suis pas parfaite, et certainement je ne le suis pas. Mais la solidité qui est la mienne, la force de conviction que je porte, le courage que je mettrai à œuvrer pour l'intérêt des Français, tout cela, je souhaite qu'on me l'accorde. Et je viens dire à ceux qui ont peut-être été très critiques par le passé, maintenant, il n'est plus le temps des critiques. Il est le temps de venir
et de soutenir cette dynamique que je suis en train de créer dans l'intérêt du pays. On s'écharpera, on ne sera peut-être pas d'accord sur tel ou tel sujet, on peut discuter, moi je suis ouverte à la discussion, je suis même ouverte au compromis, à partir du moment où ça ne remet pas en cause la cohérence générale de mon projet. Je suis ouverte au compromis, pas aux compromissions, au compromis. Et c'est un mot que vous aviez moins en tête ces dernières années ? Quand on s'envisage d'abord comme la présidente d'un parti politique, on est évidemment moins dans cet état d'esprit. Évidemment. Il est évident que la perspective de victoire à une élection présidentielle vous fait entrer dans le costume de la présidente de tous les Français. Je ne prends pas cette définition ni au hasard, ni à la légère. Présidente de tous les Français. Alors, un jeune de banlieue qui regarde cette vidéo, vous lui dites quoi le jour où vous êtes président de la République? Qu'est-ce qu'il doit se dire? Eh ben, il doit se dire que je suis la présidente qui peut lui offrir l'avenir qu'au fond il souhaite. Au-delà des origines, des religions, d'où je viens, dans quelle famille je suis né, de quelle classe sociale je suis issu, etc. Fondamentalement, on veut quand même à peu près tous la même chose, non? En fait, on veut vivre en sécurité, on veut pouvoir s'épanouir, on veut avoir accès à la culture, on veut bénéficier de l'héritage de ceux qui se sont battus et qui ont construit avant nous, on veut se constituer un patrimoine, on veut se créer une famille, on veut pouvoir transmettre ce patrimoine à sa famille. On veut offrir un avenir à ses enfants et qu'ils vivent mieux que nous avons vécu nous-mêmes. Et tout cela selon des règles, des codes, des mœurs, des valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés parce qu'il s'agit là de notre patrimoine immatériel. C'est ça que nous souhaitons tous au fond de nous. Et un jeune de banlieue veut sûrement autant et peut-être même plus ça qu'un enfant des quartiers aisés, plus favorisés, ou qu'un fils d'agriculteur, ou qu'un marin-pêcheur. Voilà, et c'est ça que je veux leur offrir, moi. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des gens dans votre camp, au sens large, que vous appeliez à garder raison et que c'était plus le moment de contester l'incarnation que vous allez porter en 2022. Forcément, nos lecteurs sont assez fans d'Éric Zemmour. On pense à lui, qui à la fois partage énormément de choses avec vous sur le fond, mais qui quand même régulièrement peut se montrer critique à votre endroit. Et récemment, il a expliqué que ce qu'il ne comprenait pas, c'est que 70% des Français partagent en gros énormément de choses que vous dites sur l'islam, sur l'immigration, sur le rôle de la France, etc. Et que néanmoins vous n'êtes pas à 70% d'intention de vote au deuxième tour. Qu'est-ce que vous lui répondez à Éric Zemmour? Lui non plus, et même très loin. C'est pas aussi simple que ça. Si vous voulez, c'est pas aussi simple que les gens sont 80% à penser qu'il faut arrêter l'immigration et donc ils vont à 80% voter pour la personne qui suggère d'arrêter l'immigration. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la politique. C'est bien plus complexe que ça. Et d'ailleurs, il devrait s'en rendre compte lui-même, parce qu'avec un potentiel électoral de 17 ou 19%, je sais plus, qui est un score quand même va par rapport à la notoriété qui est la sienne, par rapport même à la popularité qui peut être la sienne. Le fait électoral, c'est autre chose. Voilà, il faut être capable de susciter des dynamiques, de prouver qu'on peut rassembler, d'apporter aussi de l'espoir, parce que c'est ça que je souhaite faire moi aussi, c'est apporter de l'espoir, si vous voulez. Et c'est difficile, parce qu'on s'est beaucoup battu sur le constat, nous. On a passé notre vie à dire, attention, regardez ce qui va se passer, regardez les chiffres, regardez le danger, regardez... Et on nous contestait ce constat. C'est pas vrai, vous mentez, vous exagérez, vous êtes des porteurs de mauvaises nouvelles, etc. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le constat. Bon, tant mieux, voilà une bonne chose de faite. Maintenant, il faut qu'on parle des solutions. Et de la candidate. Et de la candidate, oui, bien sûr, et de la candidate. Mais la candidate, pour l'instant, c'est la seule qui est donnée au second tour. Donc, vous voyez, moi, je veux bien qu'on continue à se flageller. C'est très à la mode de se flageller. On s'auto-flagelle en permanence. Moi, je ne suis pas dans l'autoflagellation. Je veux dire, je connais mes qualités, je connais mes défauts. Et les défauts que j'ai, moins qu'on puisse dire, c'est qu'on me les fait connaître. Pour peu que j'essaie de les oublier, on me les rappelle à bon escient régulièrement. Bon, très bien. Mais pour l'instant, c'est moi qui suis en situation d'être au second tour. Et c'est moi qui suis en situation de gagner.
Donc, on peut continuer à critiquer, mais moi, j'appelle les gens à devenir constructifs maintenant. Et de venir en leur disant, j'ai aussi besoin de vous. J'ai aussi besoin de vous. Votre principal adversaire, c'est Emmanuel Macron. Oui. Je ne sais pas si vous avez lu un livre de Corinne Laïc chez Fayard qui s'appelle Le président cambrioleur, qui est un livre assez complet sur Emmanuel Macron, sorti récemment. Et voilà, dont on ressort en se disant il y a quand même un côté Janus quoi, chez ce personnage qui effectivement a une psychologie intéressante d'ailleurs, mais pour le moins complexe, qui parfois dit pas la même chose à tous ses interlocuteurs, il y a une forme voilà, il est autocentré, il faut sûrement l'être un peu pour être à ce niveau de responsabilité. Je crois pas, moi. Ouais, mais qu'est-ce que vous avez perçu Je crois que c'est la justification de ceux qui sont autocentrés que de dire qu'il faut être autocentré pour non. Je crois pas qu'il faut être autocentré. Mais il y a une dimension psychologique. Je crois au contraire qu'il faut être centré sur les autres pour être véritablement à cet endroit. Pour vous, est-ce qu'il y a une dimension psychologique chez Macron qui vous donne un angle d'attaque politique? C'est-à-dire que qui est Macron, on ne sait pas. On va sortir au bout de 5 ans avec un homme dont on voit qu'il a plutôt du mépris pour le peuple qu'il dirige, dont on finira toujours par s'interroger de savoir s'il est en empathie avec lui, je ne crois pas. S'il a envie que quelque chose perdure après lui, je ne suis pas sûr, en fait. Il est très ultra-libéral pour ça, il est à flux tendu, en fait. Il vit le moment présent. Il est ni dans la projection, ni dans la transmission, ni dans la protection, Emmanuel Macron. Donc pas de protection, pas de transmission, pas de projection. C'est lui, le moment présent, et puis c'est tout. Vous iriez jusqu'à dire que vous le trouvez dangereux ou pas? Non, mais moi je joue pas sur ce genre de ressort. Mais en revanche, je ne sais pas ce qu'il pense. Si vous voulez, moi, l'homme qui arrive dans le même mois à faire un projet de loi contre le séparatisme, qui au passage n'a ni queue ni tête, mais c'est pas le sujet. Faire un projet de loi contre le séparatisme, s'appuyant sur un discours auquel on pouvait adhérer objectivement, et qui dans le même mois vient nous dire je vais lancer un concours pour trouver 300 noms d'Arabes et de Noirs pour mettre des rues pour que les jeunes Noirs et les jeunes Arabes aient leurs héros. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il n'a pas compris ou qui l'a fait changer d'avis? Parce que c'est exactement du séparatisme, ça, que d'envisager que les gens puissent déterminer leurs héros en fonction de l'identité de couleur de peau entre eux et la personne qui les admire. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, il n'y a pas des héros arabes pour les arabes, noirs pour les noirs et blancs pour les blancs. C'est la négation totale de ce qu'est la France. C'est du pur séparatisme. Et il n'a fait que ça pendant 5 ans, en fait. Et vous êtes persuadé qu'il va se représenter ? Non. Et qu'il pourra se représenter ? Oui, je pense qu'il pourra se représenter. Mais est-ce qu'il aura envie de se représenter ? Je ne suis pas sûre. Je pense que ce n'est pas fondamentalement un politique, Emmanuel Macron. Alors ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Vous voulez dire différemment de Nicolas Sarkozy, de François Hollande ? Ça, c'est quelqu'un qui pourrait dire, bon, voilà, j'ai été président de la République, normalement, je vais faire autre chose. On parle en ce moment d'Édouard Philippe, puisque l'ancien Premier ministre sort un livre le 7 avril, dans 6 jours. Est-ce que ça serait un candidat plus compliqué pour vous au second tour ? C'est toujours compliqué de faire admettre... Bon, je vois que Emmanuel Macron, en réalité, ça fait pas 4 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 9 ans. Parce qu'il a été la cheville ouvrière du mandat de Hollande. Mais on n'a jamais réussi à faire admettre ça aux Français. Il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, pour ceux qui ne le savent pas, et puis ministre de l'économie. Oui, non, mais d'accord, mais donc sur tous les grands choix qu'on paye cash aujourd'hui, ça a été quand même en grande partie lié à et ça, on n'a jamais réussi à le faire admettre. J'imagine que vous, présidente, vous n'accepteriez pas qu'on dise que votre secrétaire général adjoint... Est-ce qu'on peut considérer que l'action d'Édouard Philippe est différente de celle d'Emmanuel Macron ? Non, mais non ! Non, mais non ! Je veux dire, le mépris pendant l'affaire des Gilets jaunes, Édouard Philippe, il était les 2 pieds dedans à l'égard des révoltes des Mais sur son profil politique, vous voyez bien que dans les enquêtes d'opinion, il n'a pas exactement le même socle ou capital électoral qu'Emmanuel Macron. De toute façon, je pense qu'il ne pourrait exister potentiellement qu'à la place d'Emmanuel Macron. Bon, donc il faudrait que... Donc là, on est dans vraiment dans de la politique mais comme fiction. Vous avez dit mais moi, pour moi, il y a une identité totale entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Je ne vois pas de différence entre eux, sauf que peut-être l'un est encore plus psychorigide que l'autre,
puisque moi j'ai été frappé par le caractère psychorigide d'Édouard Philippe sur les 80 km/h. C'était une obsession, on ne sait pas pourquoi. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, si on en continue à en parler, ça a été d'un bénéfice quelconque pour les Français, à part un ennui supplémentaire quand ils n'en avaient pas besoin, une décision, une mesure totalement arbitraire qui en plus sur moi a coûté une fortune. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se lance dans une campagne présidentielle? Vous allez être la plus expérimentée du prochain plateau. Non, mais je donne aucun conseil. Sauf si François Bayrou revient. Je donne aucun conseil à ceux qui se lancent dans une campagne présidentielle, parce que je pense que ceux qui se lancent dans une campagne présidentielle ont déjà mesuré les difficultés que ça peut représenter. Ce que je veux, moi, c'est qu'on respecte une campagne présidentielle. Une campagne présidentielle, c'est ni fait pour faire la promotion d'un bouquin, ni fait pour vendre un spectacle. C'est pas un jeu, la politique. Moi, je prends pas ça pour un jeu. Voilà. Donc, ceux qui se servent de candidature présidentielle pour exister à titre personnel, pour vendre je ne sais quoi, pour augmenter le nombre de leurs abonnés sur Twitter, je leur dis, vous déconsidérez quelque chose qui est extrêmement important, qui est à un moment donné le choix que fait un peuple de venir chercher au milieu de lui quelqu'un à qui il fait la confiance de le mettre au devant de lui. D'accord? Donc jouez pas avec ça. Faites autre chose, allez chez Hanouna, faites des tutos YouTube, faites ce que vous voulez, mais ne vous servez pas de l'élection présidentielle pour un autre but que celui de chercher à ce que la France reste la France, qu'elle soit plus forte, plus puissante, et que le peuple français soit plus protégé, plus prospère, et plus susceptible de défendre sa culture et son identité. Alors vous dites qu'il ne faut pas faire une campagne présidentielle pour faire la promotion d'un livre, et tout à l'heure vous avez parlé d'À Contre-Flot, et justement je voulais un peu revenir sur ce livre parce que finalement il était très personnel comme livre, plutôt réussi d'ailleurs. J'invite les gens à se le procurer parce qu'on apprend plein de choses, et c'est pas le seul livre politique. Il est libre de droit d'ailleurs sur Internet, donc ils peuvent le trouver. C'est pas le seul livre politique personnel, mais il fait partie de ceux qui sont écrits comme ça à la première personne et qui sont réussis dans cet exercice-là. C'était en 2005, on est en 2021. Vous n'avez pas réécrit de choses personnelles. Est-ce que c'est parce que c'est une stratégie politique de ne pas vouloir, apparaître trop tout centré, justement, ou est-ce que c'est un peu une difficulté à s'épancher? Incontestablement, c'est une difficulté à s'épancher. Je suis quelqu'un de très pudique. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que les gens ne le pensent pas au motif que... Vous êtes une femme publique? Je suis une femme publique, et puis que j'ai une expression assez facile. Enfin, je veux dire, je suis facile de contact, je suis quelqu'un de proximité. Bon. Mais je suis pudique, et donc j'ai du mal à me livrer. C'est peut-être un travail que j'ai encore à faire. Parce que je conçois que les gens aient envie d'en savoir plus. D'accord. Et je trouve pas ça honteux que les gens aient envie d'en savoir plus. Je trouve que c'est normal. Quand on est candidate à la présidentielle, il faut être susceptible aussi de lever un peu le voile. Donc je vais essayer de lever un peu le voile. Comment je le ferai? Par quels moyens je le ferai? Je suis encore en train d'y réfléchir. Alors moi j'ai une question pour lever un peu le voile. C'est de quoi vous rêvez la nuit? Je rêve assez peu la nuit. Et quand vous vous souvenez de vos rêves ou de vos cauchemars, c'est lié à la politique? Pas du tout. C'est quoi l'inconscient de Marine Le Pen? Non, les cauchemars que je fais touchent à la sécurité de mes proches, bien souvent. Mais je rêve pas beaucoup, et je cauchemarde pas beaucoup non plus d'ailleurs. D'accord. En fait, je dors pas énormément non plus. Donc, voilà, je suis... Vous avez une idée levé tôt. Vous avez une idée du genre de vie que vous auriez eu si vous n'aviez pas fait de la politique, et si vous aviez non, pas mais été j'aurais pu avoir 1000 vies famille. différentes. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a énormément de choses qui m'intéressent. Typiquement, si demain les Français me font la confiance de m'élire, une fois ou deux fois d'ailleurs, j'ai pas d'inquiétude en me disant qu'est-ce que je ferai après, je saurais pas quoi faire. Non, je ferai plein de choses. Il y a plein de choses qui m'intéressent, plein. J'ai pas de problème avec ça. Dont des allers-retours en Bretagne en semaine. Mais plein, des allers-retours en Bretagne en semaine. Encore une fois, l'élevage de chats, le jardinage, la lecture, la peinture, les voyages. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Alors pour terminer, j'ai une question sur justement un peu le bilan que vous pouvez faire de votre carrière politique à date, comme on dit, de manière pas très jolie. J'avais fait la rencontre il n'y a pas si longtemps que ça de Anne Lauvergeon, l'ancienne présidente d'Areva, et au cours de la discussion, elle me faisait remarquer qu'on n'est jamais agacé que par soi-même.
Aujourd'hui, vous êtes candidate pour la 3e fois à l'élection présidentielle. Vous avez connu, on en a parlé là, 1000 choses dans votre vie, des choses compliquées, des choses un peu étonnantes, des choses plus heureuses. Est-ce que vous êtes jamais agacée par vous-même? Est-ce que vous êtes apaisée? Voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos téléspectateurs? Ça, je suis agacée, non, mais ça m'arrive souvent d'être agacée par moi-même. Ouais. Mais j'ai pas mal de recul. On acquiert beaucoup de recul, en fait. On n'est vraiment pas le même à une 3e présidentielle, c'est idiot de le dire, parce que je pense qu'on est tous là, mais on n'est pas le même qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans, d'autant que la vie politique est une sorte de vie accélérée. On voit d'ailleurs, on voit nos présidents de la République qui vieillissent. C'est vrai. Beaucoup plus vite que nous ne vieillissons nous quand nous ne le sommes pas. C'est vraiment une vie accélérée, la vie politique. Donc on acquiert une maturité peut-être en 10 ans, en 20 ans. Vous savez, ça fait 20 ans que je suis au premier plan. En 2002, on m'a acheté sur un plateau. Et puis, je suis tombé dans une forme de maelstrom et je suis devenu porte-parole quasiment immédiatement du Front National. Ça fait donc 20 ans que je suis au premier plan. C'est vrai qu'en 20 ans, j'ai l'impression d'avoir appris l'équivalent d'une vie. Je ne veux pas dire que je ne suis pas la même. Je suis évidemment la même, car on ne change pas. On peut écrire autant de bouquins comme en disant j'ai changé, mon nouveau moi, etc. Non, on ne change pas. Ce que je ne vous avais jamais dit. On ne change pas, mais on acquiert une maturité. Un recul, une distance. Vous avez réparé des choses chez vous? Oui, bien sûr, on répare des choses et on se pardonne aussi, on apprend à se pardonner. Puis on pardonne aux autres. Très bien. C'est pas obligatoirement ce qu'on fait quand on est jeune. Eh bien, écoutez, sur ces mots de charité finale, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et d'avoir permis à ceux qui vous nous connaissez peut-être un peu moins, de la jeune génération, de vous connaître un peu plus. Et puis à ceux qui vous connaissaient déjà, j'espère d'avoir appris des choses. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Merci.